Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Ravi de vous retrouver. Depuis ce vendredi midi, la Côte d'Ivoire n'a plus de Premier ministre. Le président de la République a mis fin aux fonctions de Patrick Achi et des membres du gouvernement conformément à l'article 70 de la Constitution. Des précisions dans quelques instants. Les élections municipales seront reprises dans les localités de Tiasalé, d'Abakala et de Kumboula. Le Conseil d'État a annulé les élections dans ces villes au regard de quelques irrégularités. Et puis nous ferons un zoom sur le programme d'urgence agricole de la Côte d'Ivoire au Sahara. À quoi sert-il exactement? Qui peut en bénéficier? Élément de réponse dans ce journal. Conformément à l'article 70 de la Constitution, le président ivoirien Alassane Ouattara a signé un décret mettant fin aux fonctions de Premier ministre Patrick Achi et des membres du gouvernement. L'annonce a été faite dans un communiqué rapporté par le secrétaire général de la présidence de la République, Abdourahmane Cissé. Les explications de Pierre Dipomela et de Fulgence Kissiedou. Le président de la République, Alassane Ouattara, comme il avait annoncé jeudi dernier au Conseil des ministres, déroule son chronogramme devant conduire à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Le chef de l'État vient de mettre fin aux fonctions du Premier ministre et des membres du gouvernement. L'information a été donnée en fin de matinée, ce vendredi, au Palais de la Présidence. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 6 octobre 2023, conformément à l'article 70 de la Constitution, à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement. Le président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années. En attendant la nomination du nouveau Premier ministre et la mise en place du nouveau gouvernement, le Premier ministre et le gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes, précise le communiqué. Le nouveau gouvernement est attendu les jours à venir, notamment après l'élection du président du Sénat, qui va précéder la rentrée sénatoriale le 12 octobre prochain. Le Conseil d'État a annulé au terme de ses délibérations d'hier les élections municipales du 2 septembre dans plusieurs localités, notamment Tiasalé, Dabakala et Kumbala. La commission électorale a un délai de 3 mois pour reprendre les élections dans ces communes. Les précisions de Mardoché Kwasi. Sur les 13 requêtes analysées ce jeudi 5 octobre, 10 ont été rejetées alors que 3 d'entre elles, notamment celles relatives aux municipales à Tiasalé, Dabakala et Kumbala, ont été jugées recevables et fondées par les juges du Conseil d'État. Conséquence, les résultats des municipales proclamés par la Commission électorale indépendante dans ces 3 localités sont annulés. Un nouveau scrutin devra donc être organisé dans ces communes dans un délai de 3 mois. Pour ce qui est des autres communes, notamment Kwasi-Kwasi-Kro, Gbon, Marcory, Dimbokro, Séguélon, Borotou, Issia, Lakota, Madinani, les résultats proclamés par la CEI ont été confirmés. La dernière audience du Conseil d'État relative aux élections municipales et régionales du 2 septembre dernier aura lieu le mardi 10 octobre prochain. Le programme d'urgence agricole a été créé par l'État de Côte d'Ivoire à l'occasion de la crise de la Covid-19. L'utilité de ce programme ainsi que les moyens d'en bénéficier font l'objet de présentations au cours du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le SARA 2023, qui se tient depuis le 29 septembre dernier, est une occasion pour plusieurs structures du domaine de présenter et de promouvoir leurs produits et activités. Mardoché Kwasi, Joseph Zikré. Installé au cœur du pavillon B du parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué, le PUACI, Programme d'urgence agricole de Côte d'Ivoire, entend profiter de cet événement pour promouvoir les opportunités qu'il offre aux populations et les activités de ses premiers bénéficiaires. Ce projet vise à apporter un appui aux petits producteurs des filières maïs et riz qui jouent un rôle important dans la sécurité alimentaire du pays. Le but étant d'aider ces producteurs à se relever des effets de la crise sanitaire de Covid-19
à travers la création de nouvelles activités génératrices de revenus. L'idée, c'est de permettre aux OPA, donc aux organisations professionnelles agricoles, qui interviennent dans les filières riz et maïs, de diversifier leurs revenus, leurs sources de revenus. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, les changements climatiques sont en œuvre dans tout le pays. Et l'impact de ces changements-là font que les producteurs sont assez vulnérables. L'appui du PUACI est à la fois financier, technique et matériel pour permettre aux bénéficiaires d'améliorer leur productivité sur les espaces agricoles. Un appui qui respecte des critères bien précis. Nous apportons des semences améliorées de maïs et de riz aux producteurs. Et ces semences sont accompagnées aussi d'intrants. À côté de cela, il y a les équipements agricoles. Pour bénéficier du projet, on fait des sensibilisations dans les régions. Et il y a des formulaires à renseigner par les OPA. Et nous sélectionnons à la fin ces projets-là. Il y a des critères de sélection. Il faut être vulnérable au changement climatique. Il faut avoir subi aussi les chocs de la Covid-19 et produire moins de 2 hectares. Dans sa première année d'exécution, le PUACI a permis d'accompagner 1137 petits producteurs de riz. Pour cette année 2023, l'objectif est de toucher 15 600 producteurs de maïs et de riz et 129 personnes exerçant d'autres activités génératrices de revenus. Des accompagnements qui portent déjà des fruits avec la présence de bénéficiaires sur le stand du PUACI au SARA 2023. Ça a changé notre façon de produire de riz. Parce que les apports, là, ça fait que quand vous produisez, vous gagnez beaucoup. Grâce à ce projet, je transforme le riz. Je fais le lait de riz où je vends, je gagne un peu. Je fais le riz soufflé. Quand je vends ça aussi, je gagne un peu. Le projet d'urgence agricole d'un coût global de 13 milliards de francs CFA est financé par l'État de Côte d'Ivoire et le FIDA, Fonds international pour le développement agricole. Il cible à terme 56 300 ménages, soit 294 000 bénéficiaires directs, et est prévu pour s'achever en septembre 2024. Chaque année, le mois d'octobre est rose pour lutter contre le cancer du sein. À cette période, se multiplient les campagnes d'information et de sensibilisation. Objectif, inverser la tendance. Le dépistage tardif est l'une des causes du décès. Que sait-on sur la maladie et son évolution dans notre pays? Nadia Eidja nous en dit plus. En Côte d'Ivoire, comme dans le monde, le cancer du sein est celui qui touche le plus de femmes, avec un taux de 99%, contre seulement 1% pour l'homme. Selon les statistiques, 3306 cas ont été détectés sur l'année 2020 pour 1785 décès. Si le nombre de personnes décédées est aussi élevé, c'est à cause du dépistage tardif. En effet, 74% des cas sont dépistés au stade 3 et 4 de la maladie. Une tendance à inverser grâce à la campagne Octobre Rose, dédiée à l'information et à la sensibilisation de masse sur le cancer du sein. Née en 1985 aux États-Unis, cette campagne annuelle, arrivée pour la première fois en France en 1994, est devenue depuis ces dernières années un événement majeur en Côte d'Ivoire. Une initiative qui contribue efficacement à la lutte grâce aux actions de dépistage gratuit que proposent à cette période les ONG et autres structures spécialisées dans le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. À travers les panneaux publicitaires et les messages de sensibilisation, les différents acteurs impliqués espèrent susciter le dépistage précoce, car révélé tôt, le cancer du sein se guérit. L'autopalpation régulière du sein est donc recommandée par les professionnels de la santé. Pour rappel, le cancer du sein est causé entre autres par des facteurs tels que le surpoids et l'obésité après la ménopause, l'inactivité physique, les hormones, la consommation excessive d'alcool, le tabagisme, la génétique, les prédispositions personnelles, etc. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, et les députés ont visité le Salon international de l'agriculture et des ressources animales aujourd'hui. Les parlementaires ont fait le tour des stands riches de la diversité des produits agricoles. Le ministre en charge de l'agriculture et du développement durable, Kobena Adjoumani, était leur guide. Pierre Dipomélin, chèque bleu, était également de la partie. Aucun stand n'a échappé à la délégation des députés, à leur tête le président de l'Assemblée nationale Adama Bictogo, venu visiter le 6e salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan Sahara. Les pôles de la production végétale et animale
ainsi que celui de la transformation. À chaque étape, des échanges avec les exposants. Une visite guidée par le ministre Adjoumani, en charge de l'agriculture et du développement durable. Le président de l'Assemblée nationale et sa délégation ont pu se rendre compte des potentialités énormes dans le secteur agricole et les ressources animales. L'année de la jeunesse, telle que définie et indiquée par le président de la République, se traduisent dans le monde agricole. Parce que si nous arrivons à aller plus loin dans la transformation de l'agriculture, c'est des milliers d'emplois que nous allons créer. Mais c'est surtout que la Côte d'Ivoire va se situer au niveau donc des pays développés en termes de transformation et qui transforme son agriculture, améliore la qualité de vie, le PIB de son pays. Et je crois que cette visite a été pour nous l'occasion de découvrir dans notre pays le niveau d'entrepreneuriat, le niveau de transformation. La 6e édition du Sahara a mobilisé plus de 30 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie. Cette année, le pays à l'honneur est la Hollande pour son savoir-faire agricole. Toujours au Sahara, ce 6 octobre était dédié à l'environnement. Les questions d'environnement, d'agriculture et de souveraineté alimentaire étaient au centre des discussions. La journée a été ponctuée par des panels en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable. Le reportage de Cindy Sodon et de Joseph Zécré. Aujourd'hui, 6 octobre 2023, était la journée environnement au Sahara 2023. Le salon a donc reçu dès ce matin la visite du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy. La journée a été ponctuée par des panels de discussion sur l'adaptation climatique, la sécurité alimentaire et l'adoption du nouveau Code de l'environnement pour promouvoir une agriculture durable en Côte d'Ivoire. Cette thématique augure d'un avenir où notre terre est féconde, nos ressources abondantes et notre peuple prospère. Ce thème captivant reflète également la réalité complexe à laquelle la Côte d'Ivoire fait face, c'est-à-dire l'agriculture en tant que pilier fondamental de notre économie et garant de la sécurité alimentaire, subissant une série de défis interconnectés. La discussion était ouverte à un public diversifié, réunissant des acteurs de tous les secteurs de développement du pays. Le ministre, accompagné de ses homologues de la solidarité et du tourisme, a ensuite procédé à des visites de nombreux stands d'entreprises dédiés aux questions environnementales, de durabilité des ressources naturelles et des moyens de subsistance agricole. Parmi ces entreprises, l'OIPR joue un rôle majeur dans la préservation de la biodiversité de nombreux domaines forestiers ivoiriens. Cette aire protégée, elle contribue notablement, n'est-ce pas, à la production cacaoyère nationale, étant donné qu'une étude a prouvé que 40% de la production du cacao de la Côte d'Ivoire est concentrée dans la zone périphérique de ce site-là, de ce joyau national-là. Donc, c'est dit que contribuer à préserver ce site-là, c'est contribuer à stabiliser notre économie nationale. Regroupant décideurs politiques, chercheurs et représentants d'organisations nationales et internationales, la journée environnement du Sahara a permis aux professionnels du secteur des échanges d'expériences et l'exploration de solutions pratiques. La campagne de sensibilisation du public à l'utilisation responsable des réseaux sociaux, dénommée en ligne Tous responsables, a été lancée en août par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Coulibaly. La première phase de cette campagne a pris fin ce mercredi par une rencontre entre les hommes des médias et le ministre de la Communication, une phase qui a été jugée satisfaisante. Les précisions de Mardoché Kwasi et de Joseph Zécré. La campagne de sensibilisation à l'utilisation responsable des médias sociaux a été lancée le 16 août dernier. Objectif, lutter contre la propagation des fausses informations, communément appelées infox, sur les médias sociaux. La première phase de cette campagne a permis de former 1600 personnes dans 5 villes du pays sur l'utilisation saine des réseaux sociaux et la vérification des informations en ligne. L'enthousiasme et l'intérêt des populations pour le sujet a permis de dépasser de 60% l'objectif de départ. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique s'est félicité de ce succès. Ce bilan, nous en sommes satisfaits parce qu'en termes de formation, nous avions un objectif de 1000 personnes pour les 5 premières villes où on devait former des formateurs.
mais à l'arrivée, nous avons eu 1600 personnes qui ont été formées. Ça vous montre tout l'engouement que cela a suscité. En termes d'impact, quand nous faisons le cumul de toutes les interactions sur les différentes plateformes, c'est environ 5 millions de personnes qui ont été impactées, ce qui montre également tout l'intérêt qui est accordé à cette campagne de sensibilisation. C'est plus de 2000 journalistes qui ont reçu un email et plus de 10 pays qui ont été touchés par cette campagne. Donc les prochaines étapes nous montrent l'importance de l'intensification de cette campagne. En plus de la sensibilisation aux infox, cette première phase de la campagne a également permis de vulgariser 4 textes de loi récemment adoptés en Côte d'Ivoire. Ces lois visent à réguler les activités en ligne et à lutter contre la propagation des discours xénophobes, haineux et injurieux sur les réseaux sociaux. Les hommes et femmes de médias ont donc été mis en mission par le ministre Amadou Coulibaly pour élayer abondamment les informations sur la campagne, en ligne, tous responsables. Une campagne placée sous le thème « Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne ». Et puis ce conclave des parlementaires de l'UEMOA à Abidjan, il planche sur la question de l'intégration à travers le partenariat public-privé et l'efficacité énergétique. Cela à l'occasion de la 34e session extraordinaire du comité. Et cette rencontre qui s'est ouverte ce 3 octobre va durer plusieurs jours, selon les précisions de Nadia Edja et d'Eric Kimo. L'encadrement des partenariats publics-privés et les directives de l'UEMOA sur l'efficacité énergétique sont les 2 thématiques au cœur de cette rencontre, initiée par le CIP-UEMOA, Comité interparlementaire, à Abidjan. Des sujets choisis dans l'optique de renforcer l'intégration sous-régionale. Point de doute que les enjeux de développement combinés à l'absence de budget conséquent pour nos États font du partenariat public-privé un outil indispensable pour la réalisation d'infrastructures et la mise en œuvre des services publics. Il est donc essentiel de mettre en place un cadre juridique et réglementaire cohérent et transparent pour encadrer ces partenariats et surtout améliorer leur efficacité. Quant aux directives relatives à l'efficacité énergétique, elles constituent également un enjeu important au sein de notre Union au regard des besoins énergétiques sans cesse croissants de nos pays. Je vous invite donc à accorder une attention particulière aux communications qui seront livrées sur ces sujets par les experts de la commission de l'UEMOA, réputés dans ces domaines qui revêtent une importance capitale pour les populations de notre Union. Créé en 1998, le CIP-UEMOA planche régulièrement sur des questions telles que les accords de partenariat économique, les systèmes électoraux, les migrations, les questions sécuritaires dans l'espace UEMOA, et les changements anticonstitutionnels au sein des États. Le prix Alberto Cortina, peinture africaine du concours d'art et de peinture africaine, est destiné aux jeunes artistes résidant en Côte d'Ivoire. Le top départ de ce concours a été donné par la Banque d'Abidjan et le ministère de la Culture et de la Francophonie. Le reportage de Moussa Nikema, Stéphane Hypoté et Eric Kimo. Célébrer la richesse artistique, une mission que se sont fixées la Banque d'Abidjan et le ministère de la Culture et de la Francophonie à travers le prix Alberto Cortina. Lancé au cours d'une conférence de presse au siège de la Banque, ce concours vise à promouvoir le talent artistique local et à mettre en avant le mécénat dans le domaine des arts. Je crois que ça, c'est une opportunité, une fenêtre. Ce n'est pas seulement le prix, c'est aussi le fait qu'on va faire un catalogue avec tous les 30 principales peintures. Et ça va donner une exposition énorme à ces jeunes talents. Je n'ai aucun doute que ça sera aussi une promotion fantastique pour les jeunes artistes. Le fait d'avoir le lancement de ce premier prix démontre que le président de la République a eu raison de mettre la jeunesse au centre de cette année 2023. Ce prix va évidemment permettre de détecter de jeunes talents ivoiriens, mais pas que, ivoiriens et africains. Et c'est aussi une reconnaissance de ce que la culture peut être accompagnée par des mécènes. Le prix Alberto Cortina est un concours d'art à l'attention des jeunes artistes africains en début de carrière dont l'âge varie entre 17 et 35 ans. Il se déroulera de façon biannuelle, alternativement entre la Côte d'Ivoire
et le Sénégal. Ils vont rentrer des dossiers numériques de très bonne résolution. Et puis au regard de dossiers, il y aura une sélection, j'imagine, à plusieurs niveaux. Et puis ensuite, on va proclamer les 30 meilleurs. Au regard du caractère virtuel et digital des candidatures, nous pensons que très rapidement, nous allons recueillir pratiquement un millier de candidatures. Ce concours a aussi pour objectif d'accompagner l'émergence et de révéler le talent d'artistes débutants dont les œuvres méritent d'être soutenues. La date limite du dépôt des candidatures du prix Alberto Cortina de peinture africaine est fixée au 15 novembre 2023 à 23h59. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction de NCI. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos rêves. Prochain rendez-vous lundi 20h15 dans Focus Faits divers.